Alors, merci d'être ici cet après-midi, puis merci à Dr. Lacombe de me faire une si belle introduction pour les habitudes de vie et la prévention des maladies. Mon travail se situe beaucoup plus en amont. Je ne suis pas quelqu'un qui est en clinique, je suis quelqu'un qui travaille sur les habitudes de vie pour essayer de prévenir justement qu'en vieillissant, on se détériore ou on perde soit de la forme physique ou de la forme cognitive. Alors, j'ai pensé, ma présentation est très interactive, je vais vous demander de participer un peu parce que quand on parle de manger santé, c'est un discours qu'on entend partout, on entend une chose et son contraire et à un moment donné, on revient, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il en est, donc on va essayer de démêler un peu ça. Je dois vous dire aussi d'entrée de jeu que la recherche sur la nutrition au cours du vieillissement est paradoxalement très très jeune. Ça fait à peine une quinzaine, vingtaine d'années qu'on a commencé à faire de la recherche sur ces aspects-là, parce qu'avant on n'y croyait pas trop. Il y avait comme une espèce de pensée que quand on vieillit, il n'y a rien à faire de toute façon. Donc on n'est plus dans la prévention, alors que c'est tout à fait faux. Vous allez voir que la recherche nous montre complètement le contraire. Alors, ma première diapo, c'est simplement pour illustrer que il y a beaucoup de messages de santé publique. Faut faire attention au gras, faire attention au lait gras, les fromages, les viandes, attention au cholestérol, manger moins d'œufs possible, moins de sel, moins de sucre. Le gluten est une grosse mode. Le chou frisé, maintenant, c'est la panacée de tout. Et vous en avez entendu beaucoup plus que ça, je suis certaine. Il y en a beaucoup. C'est difficile pour la population et à peu près tout le monde de qu'est-ce qu'il faut croire là-dedans? Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Et je dois dire que la majorité des messages de santé publique s'adressent à la population générale, particulièrement à la population adulte, où on veut prévenir des maladies comme le diabète ou d'autres maladies dont Dr. Lacombe a parlé, et que le message s'adresse rarement à la population qui est plus âgée, parce qu'on sait pas encore, c'est pas encore clair les messages qu'on devrait lancer pour cette population-là. Alors, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça, mais j'aimerais d'abord vous entendre aussi pour vous, simplement pour me donner le pouls où est-ce qu'on devrait aller durant la présentation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous manger santé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lancer, me dire quelque chose là-dessus? Quand vous entendez manger santé, oui? Cuisiner. Cuisiner? Cuisiner, avec des légumes, pas acheter des produits qui sont transformés. Oui. Manger des noix, puis essayer de se démêler parce qu'on dit acheter allégé, puis là c'est changé, c'est plus allégé, il faut acheter pas trop allégé. En cuisinant? Oui. En cuisinant, puis en mangeant des fruits, des légumes, puis un peu de viande, du poisson. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pas des grosses quantités. Pas des grosses quantités? Pas nécessairement, mais c'est pour pas se surcharger. Pas se surcharger. OK. Y a-t-il d'autres avis? Il faut manger quand même un certain nombre de protéines. Oui. C'est pas juste qu'on peut manger des légumes, des fruits, il faut quand même qu'il y ait des... Aller chercher des protéines, oui, oui. Essayer d'équilibrer son budget avec son appétit. Y aller avec son appétit aussi. Pas trop de gras, le juste équilibre. Le juste équilibre, oui. Manger varié, je trouve que notre vie alimentaire de notre enfance, de votre enfance et de la mienne. Il est mis à jour depuis notre enfance. Mais en fait, vous introduisez très bien, puis je pense que vous allez être un bon public pour recevoir mes messages, parce que ce que vous me dites correspond pas mal à ce que la recherche commence à nous dire. Je voudrais juste passer Est-ce que l'alimentation devrait changer en vieillissant? On me dit ici qu'on ne devrait pas manger trop, des petites quantités. Est-ce que plus souvent, petites quantités? Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire, carrément?
Est-ce que vous en proscrivez, est-ce que vous enlevez des aliments dans votre alimentation systématiquement? Ils ne s'enlèvent pas le goût, parce que comme la viande, par exemple, moi, je... Vous avez plus le goût? Moins le goût. Moins le goût. C'est ça. OK. Ça arrive souvent. Et il y a aussi tout l'aspect de est-ce qu'on doit recourir aux suppléments alimentaires, d'aller chercher un pot de vitamines à la pharmacie? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on devrait le prendre? Puis comment faire les bons choix alimentaires? Vous avez noté le guide alimentaire canadien, on va y revenir, mais vous avez vraiment introduit à peu près tous les aspects que je voulais toucher aujourd'hui. On va commencer par les protéines parce que c'est un sujet qui est très récent. La recherche nous suggère, et vous savez, comme on a mentionné avant, quand on fait de la recherche, c'est pas un projet qui ça y est, on a trouvé la vérité. C'est une accumulation de preuves dans des conditions différentes, répétées, parce que la recherche, on la croit quand elle est répétée et qu'on retrouve toujours le même résultat. Alors, ça prend quelques années avant de pouvoir faire des recommandations sous forme de guide alimentaire canadien ou d'autres recommandations. Alors, la recherche récente suggère, et c'est rendu maintenant assez clair, que non seulement, comme la croyance le faisait, en tout cas depuis un certain temps, qu'il fallait vraiment diminuer notre alimentation, il fallait diminuer la quantité d'aliments qu'on devait manger en vieillissant. Alors, on voit aujourd'hui que c'est pas vrai. Il y a aucune réduction qui est nécessaire en vieillissant dans les nutriments, les vitamines, les minéraux ou les autres éléments nutritifs. Et au contraire, pour certains éléments nutritifs, comme les protéines, par exemple, les besoins sont accrus. Alors, une personne qui a 65 ans et plus a besoin de consommer plus de protéines, et c'est là qu'on a un problème avec la viande, plus de protéines qu'une personne plus jeune. Habituellement, ce qu'on observe, c'est que la consommation diminue avec l'âge parce qu'on a moins le goût de manger de la viande. Les gens, quand on mange seul, on cuisine moins des plats élaborés et on aime mieux manger léger parce que ça passe moins bien. Donc, il faut trouver des façons de manger plus souvent, effectivement. Mais les besoins augmentent. Pourquoi? Parce que avec l'âge, on perd de la masse musculaire, on perd des muscles. Quoi qu'on fasse, on perd des muscles. Donc, il faut vraiment essayer de manger plus de protéines pour combler cette perte-là. Et on perd aussi, nos os se déminéralisent facilement et on a besoin aussi des protéines pour conserver des os en bonne santé. Alors, la recherche nous dit aussi récemment que pour la meilleure absorption et l'utilisation, parce qu'en vieillissant aussi, il y a bien des choses qu'on perd, dont l'absorption et l'utilisation des protéines qu'on mange pour qu'ils servent justement à nos muscles et à nos os. Pour une meilleure absorption, il faut consommer des protéines à tous les repas et aux collations. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux de prendre pas seulement 3 repas par jour, mais peut-être 6 repas par jour, et même aux collations, intégrer des protéines. Vous l'avez mentionné, quelqu'un comme des noix en collation, du yogourt. Faut pas oublier le déjeuner. Le déjeuner est absolument essentiel, et au déjeuner, c'est important de manger une bonne source de protéines. Ça peut être des œufs. On va arrêter de border avec le cholestérol. Là, je pense que ça a plus lieu d'être quand ce qui concerne les œufs, du fromage, du lait. Et même les gens qui aiment manger un pâté ou un morceau de jambon le matin, il n'y a aucune contre-indication à ça. Au contraire, c'est important de manger des protéines le matin et aussi après un exercice physique. Parce qu'on a réalisé qu'après un exercice physique, par exemple, vous allez prendre une marche avant de déjeuner, si vous avez le courage de vous lever puis que ça vous tente d'aller prendre une marche, vous revenez, vous mangez un déjeuner, les protéines que vous allez consommer vont être beaucoup mieux absorbées et beaucoup mieux utilisées. Juste après un exercice physique. Alors, elle va être beaucoup plus utile à la préservation des muscles et des os qu'à un autre moment de la journée. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter de manger, mais il ne faut pas arrêter de bouger non plus. Parce que c'est aussi important pour les muscles et les os de bien bouger, de faire de l'activité physique. Alors, même, je vais vous mentionner une recherche que nous, on a réalisée, c'est l'étude de longitudinal nuage. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Non. Oui, vous avez participé ou? Non, j'ai étudié sur la médecine. OK. J'en ai pas fait, mais j'en connais, j'en ai entendu parler. OK. Pardon?
Non, pas l'étude canadienne. C'en est une autre qui est en cours aussi. Puis elle commence, donc les résultats sont pas encore connus là. Mais l'étude nuage, c'était une étude un peu semblable où on suivait les gens dans le temps, puis on leur posait des questions, on les mesurait, etc. Et cette étude-là a été réalisée grâce au Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, qui est comme une infrastructure qui permet à des chercheurs de se réunir puis de se concerter pour développer des projets de recherche. Et l'étude nuage est un des exemples que le Réseau québécois a permis de réaliser. Il y a une bannière quelque part, on m'a dit ici sur le réseau à l'extérieur, vous pourrez voir ce qu'il y en est et je pourrai répondre à vos questions s'il y a lieu. Alors, c'est une étude longitudinale parce qu'on suit les gens dans le temps, on les voit plusieurs fois au cours de 5 ans, sur la nutrition et le vieillissement réussi. On a aussi montré dans cette étude-là que des apports protéiques insuffisants amenait une perte de poids. Non seulement une perte de muscle et de minéralisation des os, mais aussi une perte de poids et une perte de force et aussi conduisait à la fragilité. Fragilité, dans notre jargon de recherche, c'est quelqu'un qui devient de moins en moins capable d'avoir une performance physique à son goût. C'est marqué par une perte de poids, marqué par aussi des problèmes, pas nécessairement des problèmes, mais ça peut être de nature dépressive. C'est un ensemble de facteurs qui fait que la personne se détériore lentement, mais souvent ça mène à des incapacités. Alors, vous voyez, les apports protéiques sont extrêmement importants à maintenir à un haut niveau en vieillissant pour nous assurer une bonne forme physique et d'être encore capable de faire les activités qu'on veut faire puis de continuer à bien vivre. Ça veut dire que, oui? Fragilité émotive ou physique? La fragilité comprend les deux aspects, oui. On inclut, oui, ça pourrait être juste émotif ou juste, mais souvent ça va ensemble. Oui, c'est ça, ça veut dire s'il manque de protéines et qu'il soit plus labile. Oui, oui. Alors, quels sont les aliments qui sont riches en protéines? J'ai fait une liste ici, puis il y en a beaucoup d'autres. On pense souvent à la viande, mais il y a beaucoup d'autres choses que la viande. Le lait, les produits laitiers, le yogourt, les fromages, le beurre d'arachide, c'est une très bonne source de protéines, les œufs, le poisson. Si vous n'avez pas la viande rouge, des fois la volaille, ça va être beaucoup plus acceptable. Les légumineuses, on n'a pas été habitué beaucoup ici dans nos habitudes de manger des légumineuses, mais on a toujours mangé des fèves-au-lard, ça fait partie de notre culture. C'est avec une tranche de pain, blé entier de préférence. C'est une très bonne source de protéines aussi. La soupe de lentilles, les salades de pois chiches, hummus, il y a beaucoup de produits maintenant sur le marché, beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont des bonnes sources de protéines. Si je passe à l'autre aliment pour lequel il y a une hausse de besoins pour les personnes âgées, c'est les besoins en vitamine D. Qu'est-ce que la vitamine D? La vitamine D, c'est la vitamine qu'on appelait la vitamine soleil un temps. Elle est synthétisée sur la peau à partir des rayons du soleil. Mais les besoins en vitamine D augmentent après l'âge de 50 ans. C'est ce qu'on a réalisé avec les recherches. Et c'est la seule vitamine pour laquelle un supplément est suggéré pour les personnes de 50 ans et plus. Il n'y a pas d'autres nutriments dont on a besoin de prendre des suppléments puis de prendre des vitamines puis des minéraux en pilule. C'est le seul, pardon. Parce qu'en fait, avec l'âge, la capacité de la peau de synthétiser la vitamine D à partir du soleil diminue beaucoup et que cette vitamine-là est très peu présente dans les aliments. On la retrouve dans le saumon, et ils sont tous là, les aliments dans lesquels vous pouvez trouver de la vitamine D. L'huile de foie de morue, ça doit vous rappeler quelque chose, si on est de la même génération. C'est pas très intéressant à consommer. Le lait enrichi, bien sûr, il est enrichi de vitamine D. Les œufs et le jus d'orange aussi, qui est enrichi de vitamine D. Alors, on n'a pas beaucoup de sources alimentaires de vitamine D, donc on conseille aux personnes de 50 ans et plus de prendre un supplément vitaminique. Oui? Moi, je vois là-bas un supplément de 400 unités internationales par jour. C'est pas beaucoup, ça? Oui, mais là, oui, c'est assez. Parce qu'il y a beaucoup de
d'allégations sur les sites Internet un peu partout qui suggèrent des 1000 unités internationales par jour. C'est pas les besoins. C'est le besoin et la recommandation de Santé Canada, c'est 400 unités internationales par jour. Si on prend plus que ça, supposons qu'on prend 1000, 1200, je sais pas quoi, là, est-ce qu'on peut avoir des problèmes de santé? Je connais pas la réponse comme telle, mais je pense que c'est jamais bon de prendre des choses en trop grande quantité, surtout sous forme de suppléments. Parce que la vitamine D interagit avec beaucoup d'autres éléments nutritifs et beaucoup d'autres hormones dans notre corps. Moi, je pense que c'est pas nécessaire d'aller à des doses comme celle-là. Là. On n'a pas besoin de ça. Alors, quand un médecin nous prescrit 10 000 une fois par semaine... 10 000 unités une fois par semaine, ils vont fort. C'est ce qu'on nous prescrit comme femme, souvent. Ouais. Mais ça illustre un peu les allégations en nutrition versus la clinique versus toutes sortes de choses. Moi, je pense que c'est un peu trop parce que on n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui peuvent croire que si un peu c'est bien, plus c'est mieux. C'est pas toujours le cas en nutrition. Donc, il faut faire attention à... Mais vous pouvez consulter plusieurs sources et vous faire une idée aussi éventuellement de la quantité qui devrait être prise. La prise de sang est pas la preuve sine qua non ouais. On voit les taux, mais les taux ne reflètent pas nécessairement la quantité qu'on utilise. Oui. Les vitamines qui doivent être combinées ensemble, calcium et avec vitamine D, on voit Plusieurs, les gens qui ont des problèmes de déminéralisation des os, on va leur conseiller de prendre calcium et vitamine D. Et il y a des comprimés calcium et vitamine D, effectivement. Mais c'est une suggestion pour des gens qui commencent à avoir des os qui déminéralisent. Pas tout le monde, absolument, là. Là, ça sort. Non, moi, j'ai jamais entendu. Non. Oui. Mais quand on souffre d'ostéoporose ou bien d'ostéopénie, souvent, les médecins nous prescrivent 10 000 une fois semaine, plus de suppléments de calcium, du carbonate de calcium. Dans un cas d'ostéoporose, d'ostéopénie, des gens qui sont sous le seuil fracturaire ou qui sont à risque, oui, ça change. Là, je parle de la population générale ici, là. Mais dans les cas où j'en suis moi-même, des cas où on a besoin de plus, oui, effectivement. Mais pour la population générale qui n'a pas de problème particulier, c'est la dose recommandée. Est-ce que ça veut dire que c'est une prescription qui nous a été donnée aujourd'hui, mais que dans 6 mois, ça peut changer? Ça peut être moins recommandé. C'est-à-dire que ça, c'est la recommandation de Santé Canada. Le Guide alimentaire canadien dit pour les personnes âgées de 50 ans et plus, on devrait prendre, pour la personne qui n'a pas de pathologie autre, 400 unités internationales par jour. S'il y a une pathologie, comme pour n'importe quoi, s'il y a une pathologie, on va prendre des médicaments pour cette pathologie-là. Alors, c'est un peu la même chose pour le calcium puis la vitamine D. S'il y a une pathologie, c'est plus à titre médicament qu'à titre nutritionnel qu'on le prendrait. Est-ce que ça clarifie? Oui. Okay. Puis il faut aller dehors aussi, même si on synthétise moins, on peut aller marcher dehors, ça aide toujours. La recherche nous suggère aussi quelque chose qui est très intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait trouvé dans l'étude Nuage. En fait, comme Obélix le dit si bien, quand l'appétit va, tout va. Parce qu'on a observé que les gens qui avaient un bon appétit, dans cette étude-là, c'est quand même 2000 personnes, avaient des meilleurs apports alimentaires, avaient une meilleure santé, avaient des meilleures habitudes de vie, incluant l'activité physique, et tout allait, et même une meilleure santé mentale. Donc, tout allait un peu mieux quand les gens déclaraient qu'ils avaient un bon appétit. Ça peut être un indice que c'est des personnes qui sont en santé, puis ça va bien, puis donc un bon appétit. Mais quand j'entends des gens dire « Ah, j'ai bien trop d'appétit, ça fait pas de bon sens », non, c'est pas on n'a jamais trop d'appétit, je pense. C'est un bon signe que notre corps fonctionne bien et qu'on est en santé.
Alors, il faut maintenir cet appétit-là. Puis pour le maintenir, pour les gens qui ont un petit appétit, c'est de marcher souvent, aussi souvent qu'on le peut. C'est une des recommandations du guide alimentaire canadien. Bon, il donne des petits trucs, descendre de l'autobus avant d'arriver à destination, emprunter les escaliers plutôt que les ascenseurs. Vous connaissez tous les trucs. Il y a beaucoup de gens maintenant, il y a des clubs de marche. C'est très important de faire de l'exercice absolument tous les jours et de maintenir cet exercice-là jusqu'à temps que ça devienne un besoin que vous ne pouvez plus vous en passer. Parce que c'est peut être difficile au départ reprendre de l'exercice quand on a été longtemps sans en faire, mais à un moment donné, ça devient que c'est absolument un besoin et qu'on ne peut plus s'en passer. Donc, dans ce temps-là, c'est bien, puis on se sent en forme. Et à ce moment-là, on a le goût de manger, on a le goût de cuisiner, on a le goût de rencontrer des amis. C'est tous des aspects qui font que l'alimentation va être beaucoup meilleure. Il faut aussi non seulement marcher plus souvent, mais réduire les périodes de sédentarité, qu'on appelle, qui est l'inverse de l'activité physique, mais qui n'est pas seulement l'inverse. On se rend compte maintenant, avec des recherches récentes, que même si on marche tous les jours, si on a de longues périodes d'inactivité, où on ne fait rien, où on regarde la télévision ou l'ordinateur, c'est pas très bon non plus pour la santé. Donc, il faut réduire ces périodes-là, les couper dans des plus petites périodes, bouger entre-temps, et ça se fait beaucoup mieux. Parce que si vous marchez, par exemple, le matin, puis vous passez 3 heures de matinée sans rien faire, vous continuez à faire un peu d'exercice après, ces 3 heures-là, c'est trop long. Il faut vraiment couper ce temps-là parce que c'est très néfaste de rester longtemps inactif. Et on voit maintenant que c'est non seulement l'activité physique qui est bonne pour la santé, mais l'inactivité, la sédentarité qu'on appelle, c'est mauvais pour la santé, même si on prend en compte l'activité physique qui est faite. On a parlé de fruits et légumes, vous en avez parlé, vous le savez, on le raconte sur tous les toits, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est en intégrer toujours à tous les repas, à toutes les collations. On peut bâtir son menu. On est habitué de bâtir notre menu autour de la viande. C'est culturel. On peut le bâtir autour de légumes aussi. Et après ça, ajouter des aliments protéinés qui vont aller avec les légumes ou les fruits qu'on a choisis. Le petit déjeuner, on en a parlé aussi. Le petit déjeuner, c'est une bonne occasion de manger des protéines et surtout des grains entiers. On en a parlé tout à l'heure, je suis contente que vous l'ayez mentionné. Choisir des produits frais, cuisiner ses repas, parce que, effectivement, c'est dans les aliments transformés qu'on retrouve le sel, les autres additifs, le gras, tout ce qui est plus ou moins bon, c'est là qu'on les retrouve. Alors, si on cuisine nos repas, on choisit le plus possible des produits frais. On en a sur le marché, on est chanceux, même si en hiver, on a quand même des produits frais. Manger en bonne compagnie, avec les amis, la famille, ça peut être les mêmes qu'avec qui on fait notre marche quotidienne. C'est vraiment des choses qui garantissent un bon appétit, qui garantissent aussi que les repas soient savoureux, parce qu'on s'entend qu'une petite lasagne dans un plat qu'on a acheté tout fait, qui est dans le congélateur depuis 2 semaines, c'est pas aussi bon que ce qu'on va cuisiner à la maison. Donc ça nous donne plus d'appétit de le cuisiner. Et c'est ça, voilà. Je pense que c'est ma dernière diapo. Oui. Merci.